Cet épisode est présenté par Vichy Laboratoire, une marque spécialisée dans les soins de la peau et du cuir chevelu depuis près de 100 ans. Non, mais vraiment, vraiment intense. Le genre, j'ai snappé direct. Puis pour vrai, je pense que n'importe qui aurait snappé dans cette situation-là. Là. Tu sais, t'aurais snappé? Ben, je sais pas. Oui, oui, c'est sûr, t'aurais snappé. Oui. Puis ça, c'est juste lundi, OK? Attends, mardi, rebondissement sur rebondissement. J'arrive, je me dis, je vais prendre le bus, c'est plus écologique. J'arrive à prendre le bus, je le manque. Ah, super. J'embarque dans mon char. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling. Tu sais, le feeling quand t'as un flat, tu penses que t'as un flat, mais t'as pas de flat, mais tu penses que t'en as un, ce feeling-là? OK. Fait que j'arrête dans une place random, je me parque, je sors de l'auto, j'échappe mon sel. Super encore! Plein de boîtes. J'arrive pour ramasser mon sel. 20$! Il y a 20$, je te jure. C'est vrai? Je te jure. Bon. C'est quoi le pire? J'avais même pas de flat. Tout ça pour rien. Ben, tout ça pour 20$. Hein? C'est fou. Oui. Puis là, mercredi, je me réveille, je suis relax. Puis par relax, j'entends genre, mon fils n'a pas dormi de la nuit, il a toussé toute la nuit. Super. Puis là, T'as-tu sorti une plante de ton sac? Oui. C'est ma plante d'urgence. Hein? C'est ma plante d'urgence, mais c'est pas important. Là. Continue, je voulais pas te couper. T'étais rendu mercredi. Ton fils dort pas, tu dors mal. Oui. Alors, mercredi, je me réveille, je suis épuisée, dépassée. Je les appelle, je leur dis, j'ai besoin de temps pour moi, la gang. Ça fonctionnera pas. On se reprend. C'est bon, ça. Je prends du temps. Jeudi, je me réveille, je me dis, regarde, c'est pas grave, rattrape ce que t'as pas fait la veille. Puis je me sens bien, Matt. Je me sens heureuse. Puis je comprends pas, je suis tellement bien. Je sais pas pourquoi. C'est la plante d'urgence? C'est la nature qui fait ça. Oui. Ben, évidemment, c'est une plante d'urgence. Fait que Mais ça me prend ça. ça prend pas longtemps avant de plus faire effet. Oh mon Dieu, je peux te la garder? Ben oui. J'en ai d'autres. Hey, merci tellement. Ben, ça me fait plaisir que j'en ai un autre direct. C'est tellement une bonne idée d'apporter ça. Ben, c'était pour toi. Oh my God, je peux prendre l'autre? Ben oui. Je pense que ça va. J'ai tellement Ouais, besoin bon. de ça en ce moment. Ouais, c'est fou. Merci. Elles vont bien. Merci. Ça me touche, ça. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Génération Sidechick. Aujourd'hui, on plonge dans une thématique essentielle et plus actuelle que jamais, cohabiter avec la nature. Dans un monde où tout va toujours trop vite, où nos vies sont rythmées par les écrans et souvent le béton des villes, il est parfois difficile d'oublier à quel point la nature est précieuse pour notre équilibre. Pourtant, elle est là, autour de nous, prête à nous offrir ses bienfaits, nous enseigner la patience, la résilience et nous rappeler l'importance de ralentir. Mais comment on peut réapprendre à vivre parfaitement en harmonie avec la nature? Comment l'intégrer dans nos vies, même en milieu urbain, et lui redonner la place qu'elle mérite dans notre quotidien, souvent vraiment surchargé? Au cours de cet épisode, mes invités, mes sidechicks acolytes et moi, on va échanger ensemble sur comment la nature peut être bénéfique dans notre bien-être physique, mais aussi mental, comment on peut nous inspirer pour mieux vivre et comment on peut agir concrètement pour la préserver et l'intégrer dans notre environnement, qu'il s'agisse de nos quartiers, nos maisons, nos petites habitudes de vie. On reçoit ma belle amie Vanessa Pilon pour parler de sa transformation personnelle depuis qu'elle a fait le grand saut vers la campagne il y a de ça quelques années. Ma sidechick Amélie va parcourir la thématique via des femmes de différentes générations et ce, accompagnée de Mégane Renaud et Danielle Ouimet. Catherine Fournier va s'entretenir avec Rose Savard-Paquet, écologiste et urbaniste, afin d'apprendre à concevoir autrement notre manière de planifier et d'habiter notre territoire. Et on va même voyager jusqu'à Copenhague pour s'inspirer des pays scandinaves qui savent vraiment conjuguer nature et vie urbaine à la perfection. Cet épisode s'annonce pas plate pantoute. Bonne écoute. Merci à Starbucks de présenter cette entrevue vedette et de créer de réels moments de connexion avec vous et nos invités. Allô, mon ami. Salut! Bienvenue à Génération Sidechick again. Oh, c'était pas beau! This is us. We are back. Je suis contente de t'accueillir dans mon nouvel environnement. C'est magnifique. Merci, Je suis vraiment fière de l'évolution que ça prend à Génération Sidechick. Puis évidemment, t'es... Merci. Mais c'est grâce à vous. Hein?
vous autres, vous avez toutes participé. Vous m'avez donné envie de continuer parce que toute seule, Dieu sait que c'est dur, hein, des fois, de se motiver. Ouais. Fait que de vous avoir comme acolyte, tu sais, toi, t'as contribué aussi avec au contenu, t'as fait partie de ça pendant 2 ans. Mais c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de continuer là-dedans aussi. Là, ça va faire 5 ans. Mais tu sais, les projets collectifs aussi, je pense qu'on est rendu là, puis ça nous aide, ça donne comme... Ça nous permet de nourrir quelque chose de plus grand, là. Fait que, Ouais. avec grand plaisir. Ah, merci. Puis on est dans les thématiques du sujet d'aujourd'hui parce qu'on parle de cohabiter avec la nature. Ouais. Et instinctivement, c'est sûr, j'ai pensé à toi parce que t'es comme mon inspiration de jardinière. Je te regarde sur Instagram, je suis comme, mon Dieu, sa vie a de l'air douce. J'ai tant l'impression que tu te lèves avec une brise de petits blés au vent. Tu sais, c'est de même que je t'imagine. C'est sûr que c'est Instagram, là, Ah, ça. voilà. Mais ça ressemble quand même à Ouais. ça. T'as raison, c'est ça notre vie. Je veux dire, on ouvre la porte, puis c'est ça qui est dans notre environnement immédiat, genre Ouais. la nature. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est sûr que notre mode de vie tourne autour de ça maintenant. Absolument. Puis est-ce que c'est toi qui as fait le choix de transiger dans les cantons de l'Est ou c'est une influence de ton copain? Ah, c'est drôle que tu poses la question parce que moi, c'était un rêve que je cultivais depuis vraiment longtemps, OK. mais que je m'avouais semi. C'était un peu ironique quand je le disais, tu sais, avec mes amis, dans ma phase vraiment montréalaise, fashion. fashion, les événements et tout. Tu sais, quand on sortait de l'île, je disais tout le temps, puis c'est vraiment drôle que c'est cette ville-là de laquelle je parlais, je disais, ah, mais tu sais, moi, quand j'aurai trouvé mon amoureux, là, on va habiter à Rougemont, on va avoir notre petite fermette. Mais c'était une joke parce que dans ma Puis tête, tu disais Rougemont, tu disais je Rougemont? Rougemont. Ah. C'est une amie qui me l'a rappelé. Elle fait, ben, coudonc, t'as vraiment manifesté la vie dont tu nous parlais, là. Ta fermette à Rougemont avec ton chum, c'est exactement ça. Puis c'est ça, il y avait quelque chose qui était vivant en moi, qui savait peut-être, Ouais. intuitivement, ou en tout cas, c'était présent quelque part qu'un jour, tu sais, que j'allais pas faire toute ma vie en ville, mais si tu me l'avais demandé à ma mi-vingtaine, J'aurais fait comme... c'est ça, il y avait aucun, tu sais, je veux dire, je tuais tous les plants de tomates, les plants de basilic, c'était comme, je savais pas comment ça marchait, là, tu sais, puis j'avais Ouais. même pas non plus l'intérêt, c'était pas, ça, je pense que c'est venu de moi parce que quand ben, tu sais, quand on porte un enfant, il y a tout un beau cocktail d'hormones, là, puis il y a la petite phase nesting, là, que tu fais, OK, où est-ce que je vais avoir cet enfant-là? Puis je le sentais pas en ville. Fait que je me suis vraiment OK. dit, je pense que ça va être en campagne. Puis j'ai un peu tiré mon chum vers ce projet-là. OK. Et lui cultivait ce rêve-là aussi. Aussi. C'est juste qu'on s'en était pas parlé. Puis là, Ah. quand on l'a nommé, les deux, on a fait, ah, toi aussi? Hein? Moi C'est aussi. vraiment drôle. Vraiment, vraiment. Fait qu'on s'est juste trouvés, puis on s'est arrimés. Puis je pense que c'est important aussi quand on fait une transition. Il faut que ça vienne des deux personnes Ben, parce que absolument. j'ai entendu des histoires de couple où ça venait plus d'une personne. Et Ouais. l'autre, mettons, qui a trouvé ça plate, là, la vie à la campagne. Ben Fait non. qu'il faut aussi le sentir les deux. C'est sûr. Puis là, c'est sûr qu'on parle de cohabiter avec la nature au sens, tu sais, au premier degré, là, tu habites en Estrie. OK, parfait. Mais dans ton quotidien, est-ce que la nature fait partie aussi intrinsèquement de tes décisions, de tes petites routines? Vraiment, je me suis rendu compte qu'avec les années, c'était comme si je respirais à travers la nature, OK. comme elle fait partie de moi. Je vois plus de séparation, justement, tu sais, je le sens, je regarde à l'extérieur. Tu sais, même dans mes inspirations artistiques, OK. je regarde la nature puis je suis comme, wow, c'est la meilleure artiste du monde. Mais tu sais, quand tu regardes de près une fleur, Ouais. juste le mix de couleurs, je suis comme sincèrement inspirée par la nature. Puis ça fait partie de ma vie maintenant parce que j'en prends soin. J'aime ça me mettre les mains dans la terre. Tu sais, puis même là, on est dans un contexte hivernal. Puis je passe du temps dehors. Tu sais, je m'en vais vraiment, là, je m'évage dans la neige. Là, puis je suis comme... Puis je passe du temps dans la nature. J'ai besoin de ça maintenant. Fait que ouais, ça fait tellement partie de ma vie que on dirait que je trouve ça presque drôle de parler de la nature. Ouais. Mais en même temps, je me rends compte qu'on est, on est là en ce moment. Ouais. On doit en parler pour se la... Je dirais pas se la réapproprier, mais la réintégrer à l'intérieur de nous. Je pense que c'est vraiment ça le gros travail en ce moment, c'est de réintégrer notre vraie nature, j'ai l'impression. J'ai l'impression que pour avoir une réelle connexion avec la nature, faut être à l'écoute de notre nature profonde, de notre essence. Tu sais, il y a tellement de conditionnements sociaux autour de le fait d'être une femme, qu'est-ce qu'on est supposé de vivre comme rythme de vie, qu'est-ce qu'on valorise dans la vie. Puis je me rends compte maintenant que je suis en train de revenir à qu'est-ce que moi j'aime pour vrai. La nature m'aide vraiment dans ce processus-là. Puis en même temps, je me rends compte que j'ai besoin d'être en contact avec qui je suis pour être connectée avec la nature. Fait que c'est vraiment comme... Tout est ensemble. Là. Vraiment, vraiment. Ouais. J'ai tout le temps pensé ça parce que moi, je suis une grande fan de randonnée. Là. Tu le sais, là, je peux partir des journées entières, là, des 8-9 heures seule. À la limite, je veux pas dire que je préfère être seule, mais pratiquement parce que j'aime le silence. Moi, j'aime entendre le bruit des feuilles et tout ça. Puis,
moi, je peux partir là et j'ai un plaisir du début à la fin, vraiment, même si ma randonnée me dure 9 heures. Puis, je dis pas que tout le monde est obligé d'être à l'extrême comme ça, mais je me rends compte, il y en a qui sont comme « Oh mon Dieu, pour moi, c'est impossible, c'est anxiogène ». Et je veux pas comme généraliser, mais je me rends compte souvent, c'est des personnes qui ont peut-être des choses à travailler, puis par le fait d'être dans le silence, puis aussi, là, après ça, c'est une autre discussion, mais l'énergie, je trouve qu'il y a quelque chose de spirituel là, que les arbres nous envoient et tout ça, mais souvent, c'est parce que t'es pas bien avec toi-même, dans le fond, que t'es pas capable de juste t'abandonner. Là, Ça peut vraiment faire peur à beaucoup de gens. Puis le silence, c'est ça qui fait vraiment peur, tu sais, de la méditation ou même juste être en silence dans la nature, de pas... Tu sais, j'aime vraiment ça, aller faire des hikes avec des amis, mettons, mais quand je vais hiker seule, là, c'est différent. là, c'est confrontant. C'est méditatif, littéralement. Vraiment, vraiment. Ouais. Puis on tombe dans un autre état de cerveau aussi, à un autre état de conscience. tu sais. Ouais. Fait que c'est ça aussi. Puis des fois, c'est vraiment inconfortable. Je me rends compte qu'il y a certaines affaires que dans ma vie de tous les jours, bien occupée, bien dans le jus, je le vois pas, cette affaire-là. Puis là, je me ramasse dans la forêt, pas de stimuli intense, tu sais. Mm-hmm. Puis là, je fais « Oups là, OK, ça va pas bien. » Puis là, tu sais, je sens dans mon corps, je suis comme une tension que j'avais même pas conscientisée. Fait qu'il y a ça aussi, ça peut être confrontant. Puis mes amis qui haïssent ça, aller dans la nature, parce que j'en ai des amis qui sont genre « Je comprends pas ton trip. » Pour vrai, je garde un arbre, ça me fait pas d'effet, tu sais. Puis je comprends vraiment ça, mais je pense qu'il faut l'apprivoiser, tu sais. C'est comme d'y aller tranquillement. Puis on est beaucoup en mouvement quand on va dans la nature. C'est comme on y va des fois pour comme marcher, performer, là, avoir un objectif, revenir, prendre des Ouais. photos, regarder, tu sais, puis un petit moment. Mais de s'asseoir dans un endroit qui est pas particulièrement, tu sais, des fois quand la vue est tellement magnifique, on dirait qu'on fait oh wow. Mais d'aller juste dans un spot puis y retourner souvent, de cultiver une espèce de relation avec cet endroit-là, puis que ça devienne ordinaire. Tu sais, au début t'es comme oh wow, petit spot de mousse, puis là comme, tu sais, il y a comme le mode où encore on observe, puis à un moment donné ça devient familier, puis là, on tombe dans cet espace-là, puis c'est pas tout le monde qui a le goût, puis c'est bien correct. C'est ça aussi, c'est genre, je veux pas l'imposer à personne, mais il y a tellement des bénéfices, puis moi, je me sens portée par la nature aussi. Mes plus grosses peines, là, je suis allée les brailler dans la nature, là, genre la face. C'est thérapeutique, terre, là. Ouais, vraiment. Là, la morve mélangée dans le sable. Là. Sérieusement, oui, là, la face est tempée, puis revenir, puis mon chum est comme, puis c'était bien ta course, comme, ouais, la face, là, mais ça transforme. Il y a comme, c'est drôle, hein, mais moi, je lis ça à l'énergie maternelle, genre. Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression de retrouver... C'est qu'on appelle ça la mère terre, là. Ouais, ou la mère nature. C'est comme, pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce terme-là? Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment enveloppant, mais faut s'arrêter, puis comme, moi, j'aime ça. J'y raconte mes affaires. Tu sais, je vais dans la forêt, là, puis je sais pas à qui je parle, là, mais je peux faire mon grand monologue. Je reçois pas de conseils non sollicités. J'adore ça. Est-ce que tu as l'impression que ta fille, tu sais, qui majoritairement, on s'entend que c'est juste ça qu'elle connaît, elle, tu sais, elle a toujours été proche de ça, as-tu l'impression qu'elle a le même niveau de conscience par rapport à, j'ai envie de dire, comme cette nature qui est précieuse, qui est fragile? Ouais. C'est quoi? Je pense que tous les enfants l'ont. Puis je pense qu'elle a probablement encore plus que nous. Elle parle aux arbres, elle parle au vent. Pour vrai? Oui. C'est pas parce que tu as dit, Claire, tu peux aller avoir une discussion avec ton arbre? Ben, c'est sûr qu'elle a probablement vu Elsa, la Reine des Neiges, je parler à la nature. Non, mais tu sais, il y a ça quand même dans les films pour enfants, puis dans cette... Ouais, il y a cette affaire-là un peu naïf, mais que j'ai pas envie d'éteindre. Tu sais, de faire, ben voyons donc, l'arbre, il va pas te répondre, mais elle parle, elle est comme, oh, grand-papa arbre, et comme, oui, vas-y, bouge tes branches dans le vent. Puis là, des fois, comme, vas-y, le vent, vas-y! Puis, mais c'est sûr que c'est probablement alimenté par les affaires d'enfants, les émissions, tout ça, mais c'est correct aussi, puis j'ai envie qu'elle puisse croire à cette magie-là, tu sais. Je veux dire, qui suis-je pour lui dire non? Il y a juste le rationnel. Tant mieux si elle cultive cette magie-là. Puis je pense que comme adulte aussi, il faut s'en laisser des petits espaces de magie. Ouais. Même si ça a l'air niaiseux, là, mais mettons de faire comme « Et si les arbres, genre, communiquaient? » As-tu lu le livre « Les arbres » ? Sur le réseau de communication. Le réseau de communication. C'est incroyable. L'intelligence de la nature, là, je pense que c'est ça, moi, quand je dis humilité là, dans la nature, de juste prendre conscience qu'on comprend pas la magnificence de l'intelligence complexe qu'il y a dans la nature, puis qu'on en pogne des petits bouts, là. Mais quand on fait des découvertes comme ça, genre, les arbres communiquent entre eux, ils ont des réseaux des émotions aussi. Ils ont des émotions. C'est incroyable. Fait que là, juste de faire
parfait. Tu sais, je suis peut-être pas le centre de l'univers. C'est ça aussi comme humain. C'est comme, est-ce que je peux venir me replacer dans le grand cercle de la vie, là, comme dans le Roi Lion ou le Circle of Life? Non, mais tu sais, de faire comme, c'est cool, on a un rôle à jouer, les humains, mais on n'est pas le centre de ce cercle-là. On n'est pas au-dessus de la nature. Puis elle est en train vraiment de nous le rappeler. Fait que de juste se replacer puis de reprendre notre place, tu sais. J'ai l'impression que la nature est genre, elle est en train de nous remettre à notre place, là. Tu sais, comme un petit enfant un petit peu arrogant, là. Fait que garde, toi, là, comme tu prends par le chandail, là. Vraiment, vraiment. Vraiment. Puis c'est triste parce que c'est sûr que, tu sais, là, en ce moment, ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de pertes, il y a même des gens qui en meurent. C'est dommage, mais il y a une partie de moi, puis en fait, le mais, il est pas venu là-dedans, mais c'est juste... comme quand est-ce que les gens vont arrêter puis réaliser, tu sais, justement, que ça, c'est la vraie richesse, tu sais. Puis après ça, c'est des décisions, puis on peut pas forcer les gens non plus, là, comme tu disais, tes amis, toi, ils sont peut-être pas toutes super allumés nature, puis tu peux pas les forcer à aimer venir jardiner avec toi, mais au moins de se respecter là-dedans, tu sais. De respecter ce qui nous porte, ce qui est sur la terre dans laquelle on vit puis qui nous permet d'être ici aujourd'hui, tu sais. C'est ça. C'est comme une notion de respect pour la source de vie puis ce qu'on se partage tout le monde. Comme, tu sais, comme tu rentrerais pas chez quelqu'un puis comme tu mettrais des traces. Je sais pas, il y a comme une notion de respect qu'on a perdu puis je pense que juste cette reconnexion-là à la nature va apporter probablement... Je sais pas, j'ose croire un changement de paradigme. J'ai comme l'impression que la femme qui habitait en ville jadis n'est plus la même aujourd'hui. As-tu l'impression que tu t'es complètement transformée justement avec cet éveil de conscience-là? Ouais. Ben, je pense que la personne que je suis en ce moment était là en dessous. C'est juste qu'il y avait beaucoup de couches. Il y avait des petites T'avais des choses à apprendre. Puis c'est con, hein, mais tu sais, d'être dans la forêt, là, il n'y a aucun arbre qui juge ton outfit. Il n'y a aucun arbre qui juge tes choix de vie précédents ou qui essaie de t'étiqueter. Mais d'être dans un espace comme ça qui est plus neutre, on dirait qu'on désapprend. Tu sais, c'est comme, ben j'en ai peut-être pas besoin de mon chandail de laine, finalement, je vais l'enlever. Ben tu vois, j'ai peut-être pas besoin de ça non plus. Fait qu'on enlève des couches, puis à un moment donné, il y a comme de reconnecter, se rebrancher sur notre essence. C'est pas qu'elle était pas là, la Vanessa qui est aujourd'hui, c'est juste qu'elle était en dessous de plein d'autres choses. J'avais l'impression qu'il fallait que je sois bien plus que ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Je veux pas sonner comme une affaire vraiment quétaine, mais c'est ça pareil, là, tu sais, de reconnecter à l'essentiel de qui on est. Tu sais, je pense qu'on l'oublie, là, quand on est dans tout ça, puis c'est le fun, tu sais. J'adore ça, là, acheter des nouveaux vêtements, puis toutes ces affaires-là. Mais ça n'est pas tout, là. Ça te définit pas non plus. Ça me définit pas. Fait que, tu sais, mettons, quand tout ça quitte, là, qui je suis pour vrai en dessous de comme ma job, ma relation de couple, mes outfits, mon nombre d'abonnés Instagram. Tu sais, comme en dessous de tout ça, là, si tout ça n'existe pas, je suis qui? Puis souvent, la réponse à ça, c'est point d'interrogation, aucune espèce d'idée. Fait que ça, c'est comme un cool voyage, je trouve, de faire comme, je vais essayer de retrouver je suis qui à travers ça. Est-ce que j'ai trouvé la réponse? Pas vraiment, mais j'ai des contours de quelque chose aussi. Puis en même temps, je pense que ça va toujours bouger aussi. Fait que... On va se redéfinir au fil des années, tu sais. Puis en fait, moi, j'espère ne plus être la même dans 10 ans, sinon ça va être plate en maudit. On se le souhaite. Tu sais, quand les gens ils sont comme, t'as changé, je suis genre, j'espère bien que j'ai changé. Sinon, ça va pas bien. À la limite, genre, je suis comme, c'est triste si toi, t'as pas changé depuis le temps. Il y a juste la face qui peut rester là un petit peu longtemps, là. Le reste, là, ça peut changer en dessous. Quand même, merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment-là avec moi. Merci. Un petit café avec mon ami Cathy. Voilà. Cheers! Dans notre quête pour mieux cohabiter avec la nature, il est essentiel de prendre soin de ce que nous avons de plus précieux. La nature nous enseigne l'importance de l'équilibre et du renouvellement, et c'est précisément ce que propose Collagène Spécialiste 16, la toute nouvelle gamme de Vichy qui respecte votre peau tout en stimulant son processus naturel. Saviez-vous qu'avec l'âge, nos 16 types de collagène diminuent d'environ 1% par an? Et ça, c'est inévitable. Mais grâce aux 32 ans de recherche des experts collagène spécialistes, on a enfin une solution pour ralentir ce phénomène et préserver notre éclat naturel. Grâce à la technologie co-bonding, Collagène Spécialiste 16 booste le collagène naturel présent dans notre peau et corrige efficacement 16 signes de l'âge tels que les rides, la fermeté, l'aspect du grain de peau et l'uniformité du teint. Que ce soit avec le sérum, la crème de jour, la crème de nuit ou encore la crème pour le contour des yeux, chaque produit agit de façon synergique pour nourrir, raffermir et sublimer votre peau tout en respectant son cycle naturel. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est disponible dans une pharmacie près de chez vous.
Salut tout le monde, c'est Catherine. On est maintenant rendu au segment expert de l'émission. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Rose. Rose qui combine deux rôles vraiment importants, celui d'urbaniste et de biologiste. Bienvenue à Génération Sidechick. Merci beaucoup de l'invitation, très appréciée. C'est hyper pertinent de te recevoir, Rose, dans le cadre de l'épisode Cohabiter avec la nature. On le dit pas assez, en fait, à quel point les aménagements urbains peuvent avoir une influence sur notre environnement, sur notre bien-être aussi, en tant qu'être humain. Je sais que toi, dans ta pratique, dans ton travail, d'ailleurs, c'est rare d'être urbaniste et biologiste. Je serais curieuse de t'entendre à ce propos-là, mais je sais qu'une des parties de ton travail, c'est d'appuyer notamment les villes, les promoteurs immobiliers à développer ce qu'on appelle des écoquartiers. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage ce rôle-là, puis ce que ça fait un écoquartier, puis en même temps, nous parler de ta réalité avec ce double rôle d'urbaniste et de biologiste? Oui, en fait, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est vraiment lié la biologie, tout ce qui est écologie avec l'urbanisme, surtout de plus en plus, en fait, avec les aléas climatiques et tout. Nous, on a accompagné municipalités, MRC, promoteurs, c'est très, très varié. On se spécialise, notre coopérative, la Coop Éco-Territoire, on se spécialise dans tout ce qui est développement de moindre impact. Donc, les écoquartiers font partie d'une façon de pouvoir développer autrement, de pouvoir mettre à profit les principes du développement de moindre impact. Un écoquartier, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi exactement? Ben, ça remplit plusieurs fonctions. C'est soutenu par plusieurs principes aussi. Donc, moi, il y a plusieurs définitions de l'écoquartier. Moi, comment je vois ça? C'est vraiment un quartier qui va être conçu en mettant l'humain au centre. Donc, vraiment, on va réfléchir, on va faire la conception de l'écoquartier en pensant à la création d'un milieu de vie qui va générer une qualité de vie aussi saine pour les gens qui vont habiter les futurs quartiers. Puis qui va faire en sorte que ça va être différent, puis que les gens vont vouloir habiter ce quartier-là. Il y a toujours la notion aussi de développement durable, qui est quand même assez vaste. On le nomme toujours développement durable, mais ça va être de vraiment minimiser l'empreinte écologique du quartier sur notre environnement. Puis là, je vais faire ça vite, mais tu sais, un écoquartier, c'est quoi? Puis comment on peut faire ça, justement, créer un beau milieu de vie? C'est facile à dire. Mais on va parler... Oui, c'est ça, comment on fait ça? On a plusieurs principes, donc on va parler de mobilité douce, transport actif, on va parler de densité, qu'on parle toujours, de mixité, on va parler de biodiversité urbaine, par exemple. On va parler aussi beaucoup de tout ce qui est vie communautaire, vie de quartier, participation citoyenne. Donc, on va essayer de tout mettre ça ensemble. Puis, à travers tous ces principes-là, c'est là qu'on peut vraiment venir intégrer l'environnement, intégrer la nature dans le projet. Écoute, moi, c'est de la musique à mes oreilles, c'est sûr, en tant que mairesse, là, on parle le même langage, mais peut-être plus pour les gens qui nous écoutent, qui sont moins familiers avec les concepts dont tu viens de parler, l'urbanisme, la densité. Comment est-ce que la densité, qui est dans le fond d'accroître le nombre de personnes qui habitent sur une superficie donnée, peut servir à reconnecter avec la nature, parce que c'est peut-être contre-intuitif, hein? Oui. Souvent, quand on pense à la densité urbaine, on se dit, ben là, il va y avoir plein de monde, justement, j'ai moins accès à la nature, puis souvent, on va penser davantage à, je vais aller me construire une maison dans un boisé, tout seul dans mon coin, puis c'est cette façon-là que je vais avoir de reconnecter avec la nature. Mais toi, ce que tu dis, dans le fond, c'est que c'est possible d'atteindre ces deux objectifs-là de la même façon. C'est possible et il faut. Donc, parce que sinon, ça fonctionne. Exactement, je suis d'accord avec toi. Sinon, ça fonctionne pas. En fait, de venir densifier, c'est un des points vraiment, vraiment importants dans les écoquartiers, puis aussi dans tous nos projets qu'on fait. Nous, on n'a pas le choix de venir densifier parce que on vient concentrer le nombre d'habitations dans les endroits peut-être qui ont moins grand intérêt écologique, qui vont être plus propices à recevoir ces bâtiments-là aussi. Puis on va venir faire en sorte de prendre ces bâtiments-là, de pas venir compromettre non plus le nombre de logements. Exact. C'est important ce que tu dis, parce qu'autant on fait face à une crise climatique, on fait également face à une crise en habitation. Mais la densification, à mon avis, c'est la réponse combinée à ces deux crises-là. Ben oui, puis l'espace qu'on sauve justement en mettant en densifiant, en venant vraiment concentrer nos logements, mais ça nous laisse peut-être un beau potentiel au niveau de zones écologiques, au niveau d'aménagement, au niveau de la gestion des eaux pluviales, l'aménagement de parcs, l'aménagement de sentiers. Donc, faut penser à ça, faut penser à la valeur ajoutée que ça peut avoir. Puis j'ai parlé aussi de vie communautaire, vie de quartier. Ben, en densifiant, on crée des aires communes, on crée un espace aussi de partage, on crée un espace qui est propice à peut-être avoir des jardins communautaires, à avoir
De la mutualisation d'espace. Exactement, que ça devient multifonctionnel. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'on a quelque chose qui est vraiment complet, qu'on a un milieu, je parlais de milieu de vie, qualité de vie. Donc c'est vraiment là parce que c'est pas nécessairement une dualité. La nature brute, puis la ville. Faut essayer de voir un peu comment on peut mettre ça ensemble, avoir des aménagements urbains, avoir la proximité de zones qui vont être protégées, puis offrir ça justement aux gens qui vont habiter le quartier. C'est pour ça que pour ma part, j'adore autant ma ville. On conjugue vraiment urbanité et protection des milieux naturels. On a eu des objectifs ambitieux qu'on est en train de mettre en œuvre. La protection de 21% de notre territoire, mais de nombreuses villes à travers le Québec. Entre autres, dans la communauté métropolitaine de Montréal, on a des engagements très fermes en ce qui a trait à la protection des boisés, des milieux humides, parce qu'ils nous rendent des services écologiques d'importance. Puis la clé là-dedans, c'est justement l'accès à la nature. Mais en protégeant ces espaces-là, on permet aussi à la population de se l'approprier. Il faut justement mettre les moyens suffisants pour faciliter cet accès-là puis ce partage de l'espace public. Et j'ajouterais à la question de la densification, c'est que ça permet également d'avoir accès au transport collectif. Parce qu'on peut pas, ce serait complètement irréaliste de penser qu'on va développer du transport structurant puis encore moins le transport structurant, c'est-à-dire les modes lourds, mais même une ligne d'autobus, quand il n'y a pas de personnes, quand il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent là, mais c'est pratiquement, c'est financièrement impossible. Et même chose pour les commerces de proximité. Moi, j'entends souvent dans les quartiers, on me demande d'avoir accès à une boulangerie, d'avoir accès à un petit café, mais il n'y a pas un entrepreneur qui va venir s'installer dans un coin où il n'y a pas assez de gens pour consommer puis pour générer un profit intéressant pour avoir une certaine rentabilité. Donc, les deux vont de pair. Quelle est la clé, selon toi, la chose que peuvent faire les villes pour améliorer la cohabitation entre les citoyens et la nature? Si tu avais à conseiller, par exemple, une mairesse. Mais c'est sûr que nous, comment on fonctionne, comment on travaille, puis on voit pas comment travailler autrement, mais c'est vraiment pour pouvoir faire un écoquartier. J'ai parlé justement de peut-être concentrer le développement aux endroits où c'est plus propice, aux endroits où c'est peut-être déjà déboisé, qu'il n'y a pas de milieu d'intérêt, mais il faut connaître le milieu. Faut le caractériser. Exactement. Puis moi, ce que je pense toujours, puis c'est là, ça va être mon chapeau de biologiste qui va le dire, mais qui sert sert vraiment beaucoup à mon chapeau d'urbaniste aussi, mais c'est d'obliger à faire ce genre de caractérisation en amont d'un projet. Parce qu'après ça, on est capable, puis moi, c'est ça que j'essaie aussi de parler, parce qu'on travaille aussi avec des promoteurs, puis de voir tous ces éléments naturels-là qui sont souvent vus comme des contraintes. Mais quand tu as une vision globale, quand tu les as tous les éléments, que ce soit boisé d'intérêt, milieu humide, cours d'eau, des paysages, mais quand tu as tout ça, les contraintes peuvent devenir des potentiels. Parce qu'il faut penser aux gens aussi qui veulent acheter ce genre de maison-là. C'est plus des contraintes. C'est rendu qu'ils vont avoir un parc, qu'ils vont avoir une zone de conservation qu'ils savent que ça va rester tel quel. Donc, moi, ce que je dirais, c'est d'obliger ce genre d'études-là, d'obliger d'avoir une connaissance accrue du territoire pour que les développements se fassent. Ce soit pas seulement le nom écoquartier qui soit dit comme ça. Parce que, attention, c'est pour celles et ceux là, qui nous écoutent, souvent le terme écoquartier peut être utilisé à des fins de marketing, donc c'est quand même important de s'assurer qu'on parle bel et bien là, d'un écoquartier avec des aménagements qui sont pensés, qui sont respectueux de la nature, puis que ça soit pas juste parce que les immeubles ont des lumières au LED. Là. Non, c'est ça exactement. Je les ai nommés, il y a plusieurs aspects pour que ce soit un écoquartier. On peut pas juste prendre l'aspect densification puis dire que c'est un écoquartier. C'est l'ensemble de l'œuvre qui fait que c'est un écoquartier. Mais je dirais aussi qu'au niveau des municipalités, ben ça va être l'outil de base, c'est la réglementation. Fait que c'est de pas se gêner. Oui, des fois ça peut être difficile, on rencontre des freins. C'est dur, mais il faut le faire. Ça prend de la volonté politique. Mais comme je le disais, vraiment, moi, pour côtoyer des maires et des mairesses de partout à travers le Québec, il y a vraiment un changement de culture. Faut le dire, tu sais, les villes, on est encore financé par la taxe foncière, en très, très grande partie. Ça, c'est les taxes là, à la propriété. Celles et ceux qui ont des maisons, vous le savez, une propriété, on le paye à chaque année. Même ceux qui sont à loyer, on le paye à travers le prix mensuel de notre logement.
Et en fait, ça sert à financer les services à la propriété. Et plus on construit, par exemple, des nouvelles propriétés, ben plus on va augmenter justement les taxes qu'on perçoit. Donc, historiquement, les villes ont été portées à faire un développement qui est le plus simple possible, c'est-à-dire s'étaler. Parce que c'est beaucoup plus compliqué faire de la densification, comme tu l'as bien mentionné. Il faut le savoir, il y a des défis, des complexités techniques. Souvent, on va rebâtir la ville sur la ville. Donc, c'est de détruire de l'asphalte, de reconfigurer des rues qui existent déjà, de construire à travers des milieux d'intérêt sur le plan écologique. Donc, c'est plus difficile, mais tu l'as bien dit, en même temps, il y a un intérêt pour les promoteurs parce que ça rend les milieux plus désirables. Exactement, pour la population. De venir varier ça aussi, juste de pas y aller juste avec la taxe municipale, la taxe foncière. Ben c'est justement d'aller peut-être obliger les gens de mettre en œuvre d'aménager des infrastructures vertes sur leur terrain. Ça se voit de plus en plus, donc de vraiment mettre de l'avant la gestion durable des eaux pluviales, l'éco-fiscalité. On commence à le faire. On a quand même certaines initiatives chez nous, comme un petit peu partout, effectivement, mais la gestion des eaux, c'est aussi absolument crucial. Si on veut se protéger aussi face aux aléas climatiques que tu mentionnais, notamment les fortes pluies. En tout cas, chez nous, on a été touchés. Dans la région aussi, ça a été très important. Et on a organisé des soirées citoyennes, par exemple, pour outiller les gens à savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme amélioration sur leur terrain. Donc, des voix comme les tiennes sont très importantes. Rose, merci de contribuer à sensibiliser les citoyennes et les citoyens. Mais si tu avais un dernier conseil pour les gens qui nous écoutent, à savoir comment est-ce qu'ils peuvent mieux cohabiter avec la nature, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est une bonne question, mais c'est vraiment peut-être de s'enlever la dualité. Pour être dans la nature, il faut absolument être, comme je le disais, dans une forêt qui n'a pas été touchée, une forêt brute. Ce qui est vrai, était dans la nature, mais parce qu'on est vraiment dans une optique que il y a une crise de logement, il y a une crise climatique, il faut développer. Donc, d'aller dans un endroit, dans un écoquartier, de se remettre justement à l'échelle humaine, de se permettre d'observer, de contempler, de se rendre compte que nos espaces verts qui sont en ville, c'est la nature. C'est pas nécessairement d'être dans une grosse forêt et tout. Donc, de s'enlever ça un peu, changer nos perceptions. Exactement, changer nos perceptions. Puis, c'est toujours bien aussi de se dire que, comme pour tout ce qui est lié au changement climatique, qu'on peut faire quelque chose. On peut y aller à l'échelle de notre lot, on peut y aller à l'échelle de notre maison, on peut se donner le droit aussi, on peut commencer aussi à faire des comités citoyens, à faire un peu plus de pression parce que c'est difficile des fois pour les villes, les municipalités de tenir ça tout seul sans avoir le soutien. C'est sûr que ça fait la différence parce que souvent les commentaires qu'on reçoit, c'est des commentaires parfois de citoyens mobilisés contre quelque chose. Mais si on veut encourager notre ville, effectivement, tu as raison, on peut aussi stimuler une mobilisation pour des orientations politiques précises en faveur de la préservation des boisés, des milieux humides sur les territoires, parce que c'est toute la société qui gagne. Oui, vraiment. Oui. Merci encore, Rose. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Si tu as envie de te gâter aujourd'hui, j'ai envie de te suggérer l'Americano cassonade et boisson à l'avoine de Starbucks, qui est le parfait mix entre un café corsé et une touche sucrée réconfortante. C'est la boisson idéale si tu veux un café qui est bien équilibré, ni trop amer, ni trop sucré. Courez chez Starbucks. Cheers! Si j'ai un arbre près de chez moi, je vais aller lui faire des câlins parce que les arbres nous donnent de l'énergie. 100%. Salut, moi c'est Noémie et aujourd'hui on va parler de cohabitation avec la nature. Pour ce faire, on va aller sonder les Montréalais, Montréalaises pour savoir ce qu'ils ont à dire sur le sujet. Quelle place occupe la nature dans votre quotidien? Très important. Malheureusement, depuis la COVID, pas vraiment. I feel like living in a city makes you idealize nature. People who live in the city want to get out of the city. Moi, je suis une des premières qui enlève les bottes, les chaussettes pour pouvoir marcher dans le gazon. Est-ce que selon vous, la protection de la nature en général, c'est une affaire individuelle ou collective? Forcément un peu des deux, mais je pense que c'est d'abord collectif. Chaque citoyen a sa part à faire. Les choses qui vont être les plus efficaces, ça va être celles qui se font vraiment à plusieurs. Est-ce que vous avez peut-être un comportement qui est peut-être pas optimal pour la nature, mais que vous avez de la misère à pas faire? Moi, je trouve que le recyclage, c'est important. C'est juste que je trouve que c'est pas assez bien indiqué comment départir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. C'est sûr
sûr que prendre l'avion, c'est pas très bon pour la nature. Je vais avoir beaucoup de misère à dire je vais prendre mon vélo pour aller en Europe. Je comprends. Moi, je vais le faire tout autant que je peux. Ça me rend mal quand je peux pas. Est-ce que vous pensez que c'est possible de bien vivre en ville tout en respectant la nature? Oui, mais il faut sortir de la ville. C'est possible et même plus possible qu'en habitant, par exemple, à la campagne ou hors d'une ville, parce qu'en ville, on n'a pas besoin forcément de voiture. Même si on habite au 30e, je peux, chez moi, avoir des plantes, des fleurs. Je pense qu'à Montréal, c'est très difficile. Faudrait modifier des choses, minimiser les routes. Prendre les noyaux de ce que j'ai mangé puis de faire des plans avec. Imaginer des parcs et des aires vertes qui sont un peu plus libres, plus organiques. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer avec la nature, même en ville. Donc, il y a des solutions. Oui. Allô, Florence Léa, comment tu vas? Ça va bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi de prendre du temps dans ton horaire de voyageuse, parce que là, tu viens juste de revenir à Montréal. Oui. Tu partages ta vie entre Copenhague et Montréal. Puis là, d'emblée, j'étais comme, mon Dieu, s'il y a une personne qui est capable de me parler de la différence qu'on peut avoir du côté de l'environnement puis notre relation avec la nature, c'est bien toi, parce que non seulement ça fait partie de tes valeurs primaires aussi dans ton quotidien, mais j'ai comme, mon instinct me dit que ça fait partie d'une des raisons pourquoi tu as voulu t'installer là-bas aussi à part-time, là. Ah, mais c'est sûr. Puis la qualité de vie, tu sais, moi, je me souviens d'un moment précis, la première fois que j'étais allée en 2016, de faire du vélo. Puis, de juste me dire, ça devait faire 10 jours que j'étais là, puis je me suis dit, mais comment ça que ma vie à Montréal peut pas être comme à Copenhague? Je vais devoir revenir puis chercher cette réponse-là. Donc, je suis revenue à tous les ans, sauf pendant la COVID. Puis, mon premier voyage post-COVID, j'ai rencontré un amoureux danois. Donc, je suis tombée en amour avec le pays. Puis ensuite, je suis tombée en amour avec un homme merveilleux. Puis maintenant, on habite à temps partiel dans chacun de nos pays. OK. Puis lui, est-ce qu'il te suit ici à Montréal aussi? Oui, complètement. Fait qu'on fait environ 4 mois. C'est-à-dire que moi, je suis environ 4 mois là-bas. C'est pas des mois consécutifs. Au début, j'essayais de faire des 2 mois. Puis lui, il faisait aussi des 2 mois. Mais c'était compliqué avec le travail de partir aussi longtemps parce que moi, je suis travailleur autonome. Lui, il est chef d'équipe. Donc là, maintenant, on a décidé de faire des plus courts séjours un petit peu plus souvent, maximum 4 par année, là, évidemment. C'est pas top pour les voyages en avion, mais en même temps, moi, je suis tellement la meilleure version de moi-même quand je suis là-bas, puis au niveau de, en tant que consommatrice aussi, puis ça m'a complètement transformée sur mon rapport à la nature, mon rapport à la consommation au Québec. Je me dis, il y a pas de façon parfaite quand tu voyages, c'est sûr, tu sais, tu te laisses une trace, mais en même temps, tu sais, je veux dire, moi, j'ai été célibataire pendant 13 ans, hein, donc j'en ai hérité des voisins, puis c'était encore plus compliqué qu'un chum qui habite à 6000 km de chez toi. Donc, message d'espoir à tous les célibataires. Tout est possible. Tout est possible. C'est possible. Comment tu décrirais la relation, justement, que les gens de Copenhague ont avec la nature au quotidien? Mais c'est complètement intégré, tu sais, c'est, comment je te dirais, pour les gens qui sont déjà allés à Copenhague, ils vont remarquer qu'il y a des grands parcs. Il y a, mais c'est pas comme, mettons, à Montréal où est-ce que tu as un arbre devant chez toi. Dans le sens que, tu sais, dans les rues, ma mère est venue l'année passée puis elle dit, mon Dieu, les rues sont bien vides. Je sais comme, mais t'as pas remarqué ma cour intérieure? Nous, on est dans une coop, puis il y a environ 25 blocs qui se partagent une immense cour. Mais tu sais, il y a des arbres fruitiers, il y a des figues, des poires, des pommes, il y a des petits chemins pour aller, qui aboutissent à une petite table pour pouvoir aller manger en nature. C'est tellement un aspect communautaire. Il y a un gros four à pizza puis à pain extérieur que tout le monde peut utiliser. Tu sais, c'est tellement accessible que c'est intégré. Tu sais, même si tu es dans un milieu très urbain, la nature n'est jamais loin de toi, dans le fond. Elle fait partie intégrante. Puis, quand tu es dans une rue, il y a peut-être pas d'arbres, mettons, sur le trottoir comme à Montréal, mais il y a plein de joyaux qui se cachent partout. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment beau. Moi, j'en découvre à tous les jours. Puis, à chaque fois que je suis là, je dis, hey, mon Dieu, c'est fou. Je suis venue ici 1000 fois. J'ai jamais remarqué ce petit passage-là. J'adore faire ça sur mon heure de lunch. Je fais tout le temps ça. Je vais prendre des marches. Il y a 2 semaines, il mouillait un peu. Puis va prendre une marche, là, tu sais. Mettons, prends pas la journée pour déprimer, là. Va sortir. Là, j'ai découvert
un lieu communautaire. Il y avait un super beau parc. J'en revenais pas. Je disais à mon chum, t'es-tu déjà allé là? Il dit, ben peut-être, mais je suis pas sûre. Tu sais, même lui qui habite là depuis toujours, il redécouvre aussi. Où on est allé prendre une marche, on voulait aller voir une ancienne épicerie, puis il dit, derrière ce bâtiment-là, il y a un immense parc. J'ai comme, c'est fou, il faut que tu le saches. Donc, il y a des joyaux cachés partout. C'est vraiment une pépite d'or, là, je te dirais. Puis le fait que ça fait partie de façon intégrale dans l'environnement des gens, est-ce que tu remarques qu'il y a davantage un respect, ne serait-ce qu'au niveau des déchets ou les mégots de cigarettes, toutes ces affaires-là? Est-ce que tu vois qu'il y a une différence dans les comportements des résidents aussi? Ben c'est ça, mais déjà, tu sais, c'est un peuple qui est très respectueux des traditions. T'sais, on le voit beaucoup dans le temps des fêtes puis tout là, ça fait genre 200 ans là qu'ils mangent la même chose à Noël, tu sais, c'est super, tu vois que c'est ça. Mais je te dirais que ils ont pas perdu le civisme qu'on était peut-être en train de perdre en Amérique du Nord. Donc il y a un respect qui est incroyable. Puis tu sais, je te disais, on est une grande cour intérieure. Il y a environ 25 blocs appartements qui se rejoignent par la cour. Mais j'ai calculé qu'il y avait 6 stations de tri dans notre cour. Puis, dans les 6 stations de tri, chaque station a 11 poubelles. Oh my God. Tu peux vraiment trier chaque déchet adéquatement. Ils misent vraiment sur l'éducation puis le respect. Puis, tu sais, ils pourraient engager des machines, là, pour être capable de trier les déchets. Mais pour eux, c'est plus important que le citoyen se responsabilise. Puis dernièrement, ils ont même rajouté, puis ça, j'en revenais pas, les sacs à compost puis les bacs à compost sont gratuits. Oh wow. Avant, il fallait les chercher gratuitement à la municipalité ou dans les bibliothèques, mais maintenant, ils ont ajouté dans chaque station de tri des blocs de coop. C'est capoté, là. C'est vraiment j'ai pas besoin de payer. Je peux juste sortir dehors quand je vais porter mon compost. Puis j'ai plus de sac, j'en prends. Là, j'ai même pas besoin d'aller à l'épicerie les acheter. Évidemment, ils en vendent, mais fait que, tu vois, c'est un rapport complètement différent. Là. Il y a comme un respect puis une responsabilité du citoyen qui fait toute la différence. Fait que oui, évidemment, ça fait que tu respectes ta nature, tu respectes ton environnement, finalement. Absolument. Puis tu vois qu'ils sont quand même un petit peu plus avancés versus, mettons, moi qui habite dans une tour à condo, j'ai toujours pas accès au compost, mais les bacs sont rangés dans le sous-sol en bas, mais ils le font pas parce que ils viennent même pas les ramasser encore ici parce que c'est trop compliqué pour eux. Incroyable. Probablement en raison du volume ou je ne sais trop, mais bref, on voit qu'il y a une petite amélioration à avoir encore par rapport à certains trucs. Tu parlais tantôt que tu te promenais à vélo. Est-ce que ça aussi, tu vois vraiment comme un rapport différent parce que, tu sais, en tout cas, à mon sens, une balade en vélo, tu apprécies davantage ton environnement que quand tu es enfermé dans ton cubicule d'auto, là. Est-ce que pour toi, c'est une façon de dire, OK, oui, les Danois, ils illustrent vraiment leur proximité avec la nature juste par leurs moyens de transport utilisés? Ah, mais complètement. T'en parles, j'ai des frissons. Ben, complètement parce que, en fait, tu sais, c'est difficile pour un Nord-Américain de concevoir qu'une ville est pas bâtie autour de la voiture. Et tandis que là-bas, même si c'est une ville centenaire, puis qu'évidemment, il y en a des voitures, puis il y en a des routes, mais ils vont prioriser l'accès cyclable d'abord et avant tout. Nous, on n'a pas de voiture à Copenhague parce que c'est complètement inutile. Même si mes beaux-parents habitent 2 îles plus bas, ben on va y aller en train, on va marcher pour se rendre jusqu'à la gare, on va faire le train, 1h30 de train, puis après ça, on va marcher de la gare dans leur ville jusqu'à chez eux, un autre 10 minutes, puis on est arrivé dans le salon, là. Tu sais, en 1h40, on est là, puis tu sais, donc... oui, les transports, le vélo, c'est complètement différent. Puis ils respectent les codes de la route du vélo aussi. Ils signalisent, évidemment, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va te dépasser. Il y a une grosse problématique des services de livraison de nourriture Volt, c'est des scooters qui vont toujours te dépasser. Mais une fois que tu le sais, t'es moins fâché. Tu te dis, ben, tu sais, je vais juste m'annoncer, puis ben tout le monde se respecte sur la route. C'est complètement différent. Puis c'est pas tu mettons que tu verrais une personne âgée comme ma mère qui a 70 ans faire du vélo, tu te diras, oh, mon Dieu, le risque qu'elle prend, mais là-bas, c'est tout à fait normal. Puis c'est intégré. Puis il y a plusieurs différents transports. Il y a le métro, il y a le S-Train, qui est comme un métro-train. Puis il y a le train, mais tu peux amener ton vélo dans tout ça aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Des fois, on fait une grande balade, puis à la fin de la journée, on est fatigué parce qu'on est allé dans la nature
sur l'île un petit peu plus loin, mettons dans un parc, parce qu'il y a la monarchie là-bas, fait qu'il y a dans un parc royal ou, tu sais, peu importe. Puis là, on est fatigué, on n'a pas envie de revenir, de faire une demi-heure de vélo, mais on le met dans le train puis on irait arriver à la maison, là, tu sais, ça fait toute la différence. Tout est tellement accessible, c'est difficile à imaginer pour un Nord-Américain, puis des fois, je me pince encore. Ça amène un énorme sentiment de liberté. Puis ça, c'est peu importe les saisons. Là. Les gens là-bas, ils se promènent. Même s'il fait froid dehors, à la limite, ils sont contents. Ils aiment ça l'hiver. Exact, tout à fait. Ouais, c'est un rapport avec les saisons. Ici, on voit beaucoup de frustration. Puis ça me rend toujours comme, je sais pas, je me permets toujours de rire un peu des gens. Je suis comme, mais t'as fait le choix d'habiter au Québec, comme il y a une beauté dans les 4 saisons, il faut vivre avec. On peut pas passer la moitié de l'année à chialer, ça a comme pas de sens. Tu sais. Est-ce que tu vois, parce que là ton copain vient là-bas, est-ce que tu vois qu'il y a aussi un héritage culturel qui est partagé dans les familles, qui est peut-être différente aussi, notamment d'ici, par exemple, au Québec? Ben c'est sûr, tu sais, comme je te disais, il y a un respect des traditions, puis ça fait pas d'eux des gens qui sont dépassés ou qui manquent de modernité, pas du tout, du tout. Mais le respect des traditions fait qu'ils ont comme un système de valeurs qui est beaucoup plus fort, en fait, qui fait toute la différence. Donc oui, je le remarque, c'est comme c'est indéniable. Tu parleras à n'importe quel Danois, il y a comme un art de vivre qui se manifeste de différentes façons. Tu sais, mettons par rapport au rapport avec la nature. Dans l'héritage de la culture, c'est de prendre soin de soi. Mais c'est dès qu'il fait beau jusqu'à la mi-septembre, les gens ils vont après le travail se rassembler sur le bord du canal à Copenhague. T'as comme des kilomètres de gens en maillot de bain qui font juste profiter de la vie. Puis ils le font aussi sur leur heure de lunch. Tu sais, ça se partage ça comme d'une génération à l'autre de l'humain puis le bien-être, c'est la priorité. C'est pas comme la rentabilité puis évidemment, il y a un système capitaliste, mais tu le ressens vraiment moins. La pression est complètement différente. Un gros merci d'avoir pris ton temps. T'es un petit peu flou à travers mon écran, mais t'es belle. T'as de l'air toute reposée. J'espère que Montréal va pas t'effriter au passage. Mais merci pour toutes tes idées parce que on a besoin de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Fait que je trouve ça vraiment cool. Merci. Merci à toi. Salut tout le monde, vous êtes rendu avec Amélie pour le segment Intergénération. Puis aujourd'hui, on est avec la charmante Danielle Ouimette et Mégane Renaud. Salut, mesdames. Ouais. Vous allez bien? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. C'est ma première entrevue officielle à vie avec vous. Je suis contente. Fait que moi, j'avais envie de vous demander en premier, c'est quoi votre connexion avec la nature au quotidien? Ça ressemble à quoi? Moi, j'ai grandi là, dans la nature. Là, grandi. C'est un grand mot, mais on avait une grande forêt autour de la maison. Puis, j'ai passé mon enfance à faire du skidoo, de faire des feux dans le bois. Puis, ça a vraiment été partie intégrante, en fait, de toute mon enfance. Et j'ai perdu ça dans les dernières années avec les études et tout. On se retrouve un petit peu, on s'en va plus en ville et tout ça. Puis c'est vraiment cette année en fait que j'ai recontacté là, vraiment avec la nature un petit peu plus, avec l'épreuve que j'ai vécue l'année dernière. Dans le fond, j'ai eu un diagnostic de cancer, puis ça a été pour moi un échappatoire de vraiment me retrouver, d'aller en forêt, de prendre des marches, de courir, de vraiment comme prendre le temps comme je le faisais quand j'étais enfant. C'est vraiment là que je trouvais un apaisement puis que je me sentais bien. Fait que pour moi, c'est vraiment un élément qui est super important là, dans ma vie. C'est beau comme une forme de guérison. Oui, absolument. À travers la nature. Oui, exact. Puis je sais que tu as des enfants, Mégane. Ouais. Est-ce que ça aussi, d'avoir des enfants, te reconnecter plus avec la nature? Mettons, moi, je pense à moi, vraiment, quand mes enfants sont arrivés dans ma vie, juste le fait d'aller dans les parcs à toutes les fins de semaine, de retourner plus dans... Oui, puis cette année, dans le fond, j'ai acheté une nouvelle maison qui est vraiment annexée à un boisé. Fait que on passe vraiment toutes nos journées, à chaque jour, on prend le temps d'aller marcher, de vraiment, puis mes enfants, ils vont s'amener des seaux, ramasser des choses, par terre, puis de vraiment comme y aller dans la simplicité, l'imagination, puis de se laisser aller là-dedans. Il y a tellement, un grand univers à découvrir dans c'est nono, là, mais dans la forêt, c'est vraiment un bel endroit où est-ce qu'il peut y avoir, c'est un terrain de jeu pour les enfants, autant que pour nous, c'est un endroit où on peut se ressourcer, là, en fait. 100%. Ouais. Puis toi, Danielle? Moi, je dois avouer que je remercie mes parents à profusion pour avoir vécu
les deux. C'est-à-dire, on était en ville quand j'étais petite. Ouais. Et puis ensuite, on allait à la campagne toutes les fins de semaine chez ma grand-mère dans une maison où il y avait 3 familles. Il faut dire qu'il y avait à peu près 25 pièces. Alors, aussitôt que mon père ouvrait la porte de la voiture, on partait en courant, on allait voir nos cousins et nos cousines qui étaient dans la nature. Okay. Et on était libre, mais libre. Si on voulait aller dans la forêt, on y allait. Je me souviens, parlant de la nature, ce qui était très important à Pâques, d'aller chercher de l'eau de Pâques à 3 heures le matin pour avoir de l'eau de Pâques. Mon père aussi avait cette habitude, malheureusement, de nous amener à la chasse puis à la pêche. Et moi, j'ai jamais aimé ça. D'ailleurs, j'aime toujours pas ça. Et à chaque fois que j'allais avec lui, il m'haïssait parce que je faisais peur aux bêtes. Quand il voyait, je voyais une bête, je me défais. Et parce que je trouvais que la nature était tellement belle avec ses animaux et ceux qui la possédaient. Alors, j'ai connu ce besoin d'être près de la nature aussi avec ma grand-mère qui m'apprenait. On avait peur quand il y avait des orages à l'époque. Et ma grand-mère m'assoyait sur ses genoux puis elle me disait, Daniel, écoute, le bon Dieu joue au bowling. Puis, écoutez, je vous jure, si vous écoutez, vous avez, que le son ressemble. Wow. On n'avait pas l'occasion d'avoir peur de la nature. Et tandis qu'en ville, au contraire, on avait peur. Bon, allez pas dehors, vous allez vous faire frapper. Allez pas, parlez pas aux voisins, on les connaît pas. Allez pas, juste aller à l'école, rentrer dans la voiture, faites. Tandis que là, la nature, pour moi, était l'endroit où je me ressourçais complètement. Et c'était toutes les fins de semaine. C'était un bonheur sans nom. Comme signe de liberté. Oui. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, j'ai toujours vécu avec cette envie. Je suis allée aussi dans les cantons de l'Est. Je suis allée dans les Laurentides. En vieillissant, il y avait la ville puis c'est parce qu'il y avait le travail. Mais maintenant qu'il y en a moins, je me suis pris à un endroit pas trop loin de Montréal. Donc, on peut rentrer en ville, mais j'y vais plus. C'est trop de cônes. Je comprends. Oui, c'est ça. Mais à côté, juste à 20 minutes de Montréal, je suis dans le milieu d'un champ de blé d'Inde. Moi, quand j'arrive à l'automne, tu vois le tracteur qui, le soir, ramasse à la lumière, il ramasse avec dans une fumée extraordinaire, il ramasse les épis et ça travaille jusqu'à minuit le soir. Ça sent la nature qui dégage. Et puis, j'ai un lac en arrière de chez moi où il y a des oiseaux, il y a des hérons qui viennent. Des hérons, c'est vraiment la à 20 minutes de Montréal, c'est incroyable. Des colibris, des cardinaux, j'ai de tout de chez moi et je les nourris. Je les ai presque apprivoisés. Ils viennent pas encore très près de moi, mais ils viennent sur mon balcon parce qu'ils savent que je laisse des choses sur le balcon. Jamais je laisserai la nature. Et ça, je pense que c'est les parents qui doivent apprendre ça parce que on fait tellement peur aux enfants aujourd'hui avec n'importe quoi. Oui, absolument. Il faut leur apprendre que dans la vraie de vraie nature, la forêt, les sentiers, etc., ils sont libres. Ils sont libres et ils ont la chance de voir des choses qu'ils voient pas. Autre chose aussi que j'aime abondamment, qui m'a fait apprécier la nature, je suis peintre. Ça fait 40 ans que je suis peintre. Et quand vient le temps de peindre, combien de fois, des fois c'est très drôle parce qu'il pleut, donc les arbres sont mouillés, ils prennent une autre couleur. Ouais. Combien de fois je suis en voiture, je fais « Ah, céruléum! Ah! » Le nom des couleurs? Et les gens me disent « Voyons, qu'est-ce que t'as, toi? Je viens de voir une couleur que je vais mettre dans mon prochain. » Et effectivement, je peux regarder une brindille, je peux regarder de l'herbe, je peux regarder les fleurs, je peux regarder un tronc d'arbre et toutes les couleurs deviennent, il y a du violet dans un arbre. Ouais. Voyons, ben non, c'est brun puis beige. Non. Il y a du violet, il y a du rose dans les arbres. Il y a des verts aussi. Et, c'est fascinant. Puis est-ce que tu dirais que quand tu peins, ça devient quasiment thérapeutique? Parce que je voulais vous demander justement si la nature, pour vous, est-ce que vous vous soignez avec la nature ou est-ce que c'est quelque chose qui devient comme... Ben, je pense que aussitôt que tu quittes la ville, puis je pense que ça doit être la même chose, surtout avec les enfants. Ouais. Quand tu quittes la ville et que c'est drôle, tout tombe. La respiration tombe. La conversation tombe, on parle moins fort, on marche moins vite, et puis on profite. Mais ça fait partie de la nature, ça fait partie de notre nature, ça fait partie du corps. Toi aussi, t'es plus en campagne, hein? Ben, campagne. Je suis à Drummondville, puis dans le fond, je suis comme dans
on peut dire un village là, qui est comme annexé à Drummondville. Fait que tu sais, j'ai quand même vraiment, tu sais, il y a beaucoup de forêts et tout ça, mais je suis en banlieue. Là, tu sais, j'ai quand même, il y a des maisons autour de moi, mais tu sais, moi, je trouve que la nature, tu sais, quand on parle de thérapie, ben c'est une thérapie qui se fait, ben on le dit, tu sais, par les yeux, l'ouïe, tu sais, tous les sens, puis ça, je trouve ça beau. Tu sais, c'est pas pour rien que souvent, on s'endort le soir avec des playlists, tu sais, de sons de vagues ou de vent et tout ça. Fait que, tu sais, c'est important aussi de prendre le temps de savourer ça. C'est parce qu'on a souvent le réflexe de nos jours de s'apporter des écouteurs, d'écouter de la musique, puis d'être toujours, tu sais, s'étourdir. Tu sais, c'est ça. Tandis que, tu sais, de prendre le temps d'aller marcher dans la forêt puis d'écouter les sons, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'apaisant là-dedans. Puis c'est littéralement une thérapie. 100%. Est-ce que vous trouvez... Ça aide. Ah oui. Ouais, ça, Avoir un chien aussi, ça aide. Mais ce que tu dis, c'est vrai par rapport au fait qu'on essaie de s'étourdir. Puis avec le monde d'aujourd'hui, tout le numérique, est-ce que vous trouvez que notre connexion avec la nature, elle s'est affaiblie ou au contraire, elle augmente, tu sais, qu'on essaie de mettre ça plus de l'avant? Comment vous trouvez ça aujourd'hui? Ben moi, j'ai l'impression que ça s'est affaibli, là, veux pas, parce que, tu sais, on veut tout le temps que tout aille vite, puis on veut toujours en faire plus, puis, tu sais, les carrières sont importantes, puis, tu sais, on prend moins le temps de vraiment s'arrêter, puis de rien faire, là, tu sais. Puis moi, la première, là, j'ai vraiment de la difficulté à m'asseoir, puis à juste me détendre et rien faire, mais, tu sais, c'est important de le faire, puis de pouvoir justement prendre ces moments-là pour s'apaiser, parce que, tu sais, on est dans une société où est-ce que les gens sont anxieux, tu sais, tout va trop vite, fait que je pense que c'est important de quand même prendre le temps malgré ça. C'est sûr que quand tu rouvres tes réseaux sociaux, tu as l'impression que les gens là, tu sais, profitent de la nature, puis tu sais, tu le vois ça, mais souvent, tu sais, ces gens-là se filment. Tu sais, ça vient tout le temps avec un petit peu genre tu sais, c'est ça, tout ce qui est l'électronique, les réseaux sociaux, fait qu'il faut prendre le temps aussi de juste laisser son téléphone de côté puis d'apprécier ces moments-là. Il y a des moments, il y a des choses à faire. C'est sûr que quand on est bien occupé, je suis une fille bien occupée, quand disons que j'ai des choses à faire puis que je me dis, il faut que ça... Je prends tout, je m'en vais dans le jardin, je mets ça sur la table de jardin dehors et je le fais. Parce que je veux simplement être dehors. Ou alors, ma boîte à lettres est très loin, enfin, pour la mettre... Et je me fais un plaisir de marcher jusque-là, même si c'est compliqué, parce que, tu peux voir la voisine avec son chien, tu peux voir le monsieur qui s'en va couper le foin, tu vas, etc., etc. C'est complètement... Il faut le faire. Sinon, on n'a pas l'impression de vivre, on n'a pas l'impression d'être vivant à travers le quotidien. C'est le quotidien qui nous rattrape et qui nous oblige. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi tout le temps. C'est intenable et c'est pas bon pour le corps. C'est pas bon pour le corps. Si tu avais, Danielle, mettons pour le mot de la fin, un conseil à donner pour rester connecté avec la nature au quotidien, ce serait quoi? Ce serait tous les matins, comme je fais, tous les matins, la première chose que je fais, c'est d'aller voir dehors s'il pleut, s'il fait soleil, où sont les nuages, est-ce qu'il y a des oiseaux nouveaux qui sont arrivés, est-ce que j'entends quelque chose que j'ai pas entendu. Le soir, je fais la même chose, je vais voir, il y a peut-être des étoiles que j'ai pas vues hier, que je vais voir ce soir. Est-ce que la lune est pleine? Est-ce qu'elle passe dans l'arbre qui a perdu ses feuilles? Il faut prendre le temps parce qu'un arbre qui est plein puis un arbre qui est vide, c'est les saisons qui passent. Et des fois, tu les vois même pas. Mais à travers ça, tu peux le voir. Tu peux voir c'est de la pleine confiance. Ce qui change. Oui, sauf qu'avec le râteau, ça, c'est moins drôle. Et moi, j'ai 60 sacs. 60 sacs par saison. 60, je trouve ça un peu moins drôle. 60 gros sacs. Mais disons que je suis contente et je vais les faire chaque année avec plaisir. Ça me fait faire du sport. Mais oui, c'est ça. Ça permet de rester en forme. Ça me fait faire du sport. Toi, Mégane, ça serait quoi ton conseil, mettons, au quotidien pour rester connecté? Tu sais, pour moi, le contact avec la nature n'est pas nécessairement d'aller justement marcher dans la forêt, mais simplement, tu sais, moi, souvent, je vais travailler, on le disait tantôt, tu sais, de juste amener nos occupations à l'extérieur, tu sais, d'apporter, moi, mon portable dehors, tu sais, puis de prendre le temps, ou simplement d'être sur le bord de ma fenêtre, tu sais, pour moi, c'est bien important, là, quand je travaille. Je me suis fait un beau bureau dans le sous-sol, je suis jamais là, finalement, je suis tout le temps au rez-de-chaussée parce que je veux la grande lumière du jour, je trouve ça super important. Mais j'avais lu un livre, en fait, le nom de l'auteur m'échappe, là, mais c'est l'auteur qui a écrit le livre Atomic Habits. Puis, il parlait de l'importance du système avant le but. Tu sais, souvent, on s'accroche beaucoup à nos buts, mais
plutôt de s'accrocher à son système. Fait que, tu sais, si le but, en fait, c'est de passer plus de temps dehors, ben l'idée, le système, c'est de mettre ses souliers puis de juste ouvrir la porte puis d'aller dehors, tu sais, puis de prendre le temps c'est ça, d'amener nos activités à l'extérieur, puis c'est... Voir aussi la nature. Moi, je donne beaucoup de pain, hein. C'était pas hier, mais j'ai la moitié de mon pain à moi, puis l'autre moitié, c'est pour les oiseaux. Et ce que je fais, c'est que je regarde aussi la nature de la nature. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jets bleus, et je savais pas que les jets bleus avaient toute une structure. Alors, il y en a que c'est des chefs, puis il y en a que c'est des... Bon, et puis il y en a un qui prend le pain, et l'autre qui lui dit non, c'est à moi, et l'autre se recule. Et il y a toute une structure dans la nature, chez les animaux, à savoir qui est le chef, qui sont les subalternes. C'est fascinant. Parce qu'il y a un petit moineau qui arrive, est-ce qu'ils vont lui donner le temps d'aller manger la même chose? Mais c'est génial de regarder ça. Je vous jure, faites-le parce que ça change complètement des chicanes de clôture. Ça devient méditatif carrément. Oui, c'est très, très méditatif, effectivement. Ouais. Ah, ben merci beaucoup les filles. Vraiment, merci d'avoir participé à cette discussion-là avec moi. Merci. Bonjour, mesdames. Bonjour. Welcome back, Vanessa. Hey, je suis tellement excitée. Version renouvelée. Puis retrouvée. On était collègues, amis, je sais pas, mais je suis vraiment contente d'être de retour. On est contente. Oui, vraiment. Un petit feeling de déjà vu. Oui. Parce que il faut que je me donne un accent, sinon c'est pas pareil. On peut pas dire déjà vu. J'ai un beau déjà vu. Je ne voyais pas la renaissance de Génération Sidechick sans que tu fasses au moins ton petit tour à quelque part là. Mais vous savez que mon cœur est encore un petit peu plugué sur Génération Sidechick. Hein? Je suis encore avec vous. Je suis votre cheerleader là, de loin. J'aime ça voir comment ça se déploie. Ouais, mais merci de participer à cette renaissance. Puis tu vois, pour la thématique d'aujourd'hui, on a des fleurs. Elles sont vivantes. Elles sont vivantes et elles sont belles. Oui, elles sont très belles. On les aime. J'avais envie de parler de cohabiter avec la nature. Puis ça sonne, le titre, il est tellement cheesy. À chaque fois que je le dis, je suis comme, mon Dieu, il faudrait que tu trouves autre chose. Et j'ai pas été faire un tour sur ChatGPT encore. Je sais pas quoi dire. Mais je trouve ça quand même pertinent à l'heure d'aujourd'hui. Tu sais, il y a des épisodes où on a parlé de l'ascension du numérique, la communication, comment que c'est complexe. Puis on oublie à quel point qu'on fait partie de la nature, puis que c'est tellement important de l'intégrer dans notre quotidien. Je suis comme curieuse d'entrée de jeu de savoir quelle place que ça prend dans votre quotidien. Ça occupe quoi, la nature? Toi, Amélie du Plateau Mont-Royal. Ben, je m'en allais dire, moi, c'est un grand manque. Moi, c'est pas suffisant mon contact avec la nature. J'aimerais qu'il soit beaucoup plus présent. Ouais. Moi, probablement, si c'était que de moi, je n'habiterais plus sur le plateau Mont-Royal depuis longtemps. Ouais. J'ai tout le temps l'impression que c'est toi qui... Ah, mon Dieu, non, te dire comment j'ai hâte de partir du plateau Mont-Royal. C'est un magnifique quartier, très pratique pour beaucoup de choses, mais moi, la nature me manque. Vraiment. Je pourrais vraiment m'éloigner de la ville. Cependant, en ce moment, avec le travail de Jonathan, mon mari, c'est plus pratique d'être proche des écoles et tout ça. Il travaille dans la commission scolaire anglophone de Montréal. Fait que, il y a encore besoin d'être beaucoup sur le terrain. Fait qu'on décide de rester à Montréal encore pour un bout, mais c'est dans nos projets de s'éloigner. Puis avec les enfants, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie. D'intégrer à l'éducation. Oui. D'avoir plus d'espace, respirer l'air frais. Tu sais, juste quand on se fait des getaways, là, des petits week-ends, à chaque fois, je suis comme, j'ai pas le goût de revenir. Je comprends. J'ai le goût de rester là-bas. Puis, tu sais, avec mon travail, moi, c'est très simple d'être plus loin de la... Tu sais, Vanessa, tu le vis, là. Je trouve que c'est quelque chose qui est très faisable. Fait que c'est un rêve. De t'en aller vers là. Oui, mais la nature me manque. J'en ai pas assez. OK. Ouais. Puis toi, ben, Vanessa, on sait que tu as fait le... Ça fait combien d'années, en fait, que tu es rendue en nature? Je suis officiellement en nature depuis que... je suis déménagée quand j'étais enceinte de ma fille Claire, qui est là aujourd'hui, qui a 6 ans et demi. Donc, ça fait 7 ans que j'ai fait le move à l'extérieur. Oui, que je suis sortie de la ville. C'était comme un appel viscéral. Quand je suis tombée enceinte, je me voyais pas passer je vais dire congé de maternité entre guillemets, là, mais ce moment-là de ma vie, dans la ruelle, monter la poussette, il y avait vraiment l'appel de la nature. Tu sais, moi aussi, le travail me maintenait vraiment en ville. Puis là, je me disais, je ne travaillerai pas pour les prochains mois. C'est comme ma chance d'y aller. Puis ce qui s'est annoncé être un projet de
je vais m'acheter un petit chalet, puis ce sera ça pour mon congé de maternité, puis après, je retournerai en ville. Finalement, c'est devenu. Regarde, mais une fois que j'ai goûté à ça, j'ai fait, c'est impossible de revenir. Tu sais, je rentrais sur l'île, je sentais mon système nerveux s'activer. J'étais comme, oh là là, OK. C'est comme si on s'en rend pas compte de l'intensité quand on est en ville, parce qu'on bâtit une forme de résilience, puis il y a quelque chose de très excitant aussi. Tu sais. N'empêche que quand je rentre sur l'île, je suis quand même, je suis contente. Il y a de l'action, il y a une offre culturelle, il y a une ébullition qui est le fun, que j'aime, mais je me rends compte que pour moi, être dans cette intensité-là tous les jours, je suis comme plus capable. Puis une fois que j'en sors pendant longtemps, je me rends compte que mon système préfère le rythme de la nature. Ceci étant dit, j'aime ça faire mes petites incursions en ville, mais je suis tellement contente de repartir, je suis tellement contente de ressortir. Donc, moi, c'est ça. Ça fait 7 ans que j'habite en nature et de plus en plus, j'aménage ma vie pour avoir de moins en moins à aller en ville. Puis de créer des opportunités aussi en région, de revoir notre façon de travailler, de créer des liens entre nous, créatifs, qui nous sommes exilés, mais vraiment, puis de revoir comment on travaille, puis revoir le rythme aussi. Puis on m'a averti quand je suis arrivée dans la communauté dans laquelle j'habite maintenant, qui est Sutton, tout le monde m'a dit « Ah, vous allez voir, la première année, tout le monde qui déménage ici, tout le monde travaille temps plein, puis tout ça. » Puis au fil des ans, le rythme de travail diminue, mais on apprend une nouvelle façon de vivre aussi qui est comme... Je sais pas comment dire, mais ça se passe tout seul quand on arrive dans la nature. Il y a une fréquence qui change. Il y a une fréquence qui change. Puis on dirait qu'on vit de plus en plus au rythme de la nature. On désapprend le rythme des humains, le rythme mental, je devrais dire qu'on s'invente, qui devrait être ça. Puis là, tranquillement, tu es comme, ah, ben garde, il fait noir, je vais aller me coucher. Il y a un peu ça où tu regardes dehors, puis tu fais, ah, ben c'est l'hiver, tout est tellement tranquille en ce moment. Ça n'a pas de sens que je mette des projets au monde en ce moment. C'est plus comme la phase d'incubation de mes projets. Il y a comme cet arrimage là qui se crée tranquillement. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Voici mon témoignage de moi qui suis sortie de la ville. Un peu, j'ai envie de dire, comme les enfants qui suivent beaucoup plus le rythme. Tu sais, tu dis, il fait noir, je vais aller me coucher. Tu sais, moi, mes enfants, en tout cas, Milo, je vais parler pour le plus jeune, il se réveille encore vraiment de bonne heure. Il suit pas mal le rythme du soleil. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose d'un retour à... Oui, c'est vraiment le fun. Moi, j'adore me réveiller quand il fait noir. Mais ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui... Les enfants sont plus près de ça. Là, tu nous écoutes parler depuis tantôt, Catherine, mais toi qui non seulement est dans une ville, tu es à Longueuil, puis c'est déjà, je vais dire, un peu moins moins urbain que Montréal, mais quand même. C'est quand même très urbain. Mais là, tu gères une ville en plus. Est-ce que tu te sens complètement éloigné du sujet aujourd'hui? Non, pas du tout. D'abord parce que à Longueuil, oui, on a un milieu qui est très urbanisé, mais on a aussi vraiment accès à des parcs nature fabuleux. Je pense au parc Michel-Chartrand, je pense au parc de la Cité dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Je pense que c'est vraiment un avantage de la ville de Longueuil si je peux vendre ma salade ou prêcher pour ma paroisse. Mais c'est certain que moi, j'aime ce mode de vie-là urbain, mais en même temps, comme tu dis, Vanessa, il y a peut-être une question de programmation là-dedans. Tu sais, j'ai jamais fait le test d'habiter justement plus en région, plus près de la nature. J'adore ça, j'en ai besoin. D'ailleurs, c'est peut-être un côté que les gens connaissent moins de moi parce que j'ai toujours été très près de la nature. En fait, moi, mon père, c'est à peu près le plus grand amoureux de la nature que je connaisse. Son rêve aurait été d'être biologiste. Il connaît tout sur les animaux, sur... tu sais, lui, c'est un vrai homme des bois, là. Puis, ma mère travaillait la fin de semaine quand j'étais petite, puis mon père nous amenait avec lui faire de la motoneige, vraiment juste profiter. On partait une fin de semaine complète, puis tu sais, il nous enseignait beaucoup. Je peux reconnaître les traces de tous les animaux à peu près. C'est une connaissance puis un savoir. Mon père, là, s'il était seul dans la forêt, il pourrait se débrouiller là, pendant des jours, puis il nous a transmis cet amour-là de la nature. Aujourd'hui, il y a un petit camp vraiment creux, là, dans une réserve faunique. Ça prend à peu près 4 heures de Montréal s'y rendre. C'est 1 heure comme de chemin de terre. C'est pas accessible en voiture pas d'électricité. Il y a l'électricité parce que mon père est électricien finalement dans la vie. Et il a installé des panneaux solaires. Puis il a vraiment fait un système pour aller chercher l'eau du lac pour qu'on puisse y avoir accès l'été quand le lac est dégelé. On est seul autour du lac. C'est vraiment un havre de paix fabuleux. Puis je suis toujours tellement heureuse quand j'ai l'occasion d'y aller, de m'y retrouver, de reconnecter parce que c'est vrai que ça fait du bien. Autant qu'on peut être confortable avec un rythme intense, moi je pense que c'est mon cas, mais quand on réalise, quand on prend un pas de recul puis qu'on a comme un moment pour se dire, hey, tu sais, justement, vivre un peu au rythme, oui, du soleil, mais tu sais,
il y a quelque chose un peu qui s'explique pas, qui nous dépasse quand on a ce contact-là, puis qui apaise l'esprit, qui apaise l'âme. Puis pour moi, c'est super important. Puis je suis vraiment reconnaissante de ce que m'a transmis mon père pour ça. Il y a des gens qui naissent en ville puis qui vont passer toute leur vie en ville parce qu'ils priorisent ça, puis c'est ce qu'ils préfèrent aussi, puis c'est bien correct. Mais je pense que c'est important de garder en tête que c'est un tout. C'est pas la nature et nous sommes la nature, puis de tout le temps se voir comme séparés de ça. Mais je pense que c'est là où on se permet d'avoir un peu moins de respect pour l'environnement. Je pense que ça nous donne la posture de responsabilité face à la nature, de j'en fais partie, donc, comme, tu sais, les gens qu'on aime, notre famille, c'est d'une évidence là, que tu vas prendre soin de tes enfants parce que t'en fais partie, donc, puis ça fait partie de qui tu es, tu vois la valeur, il y a un amour. Puis je pense que de développer notre amour pour la nature, ça nous permet aussi de cultiver l'amour pour nous-mêmes. En tout cas, moi, je me rends compte, là, quand je suis dans la nature, ce qui est le 3/4 de mes journées, non, 98 je veux dire. Mais comme quand je prends une seconde pour observer, il y a quelque chose de paradoxal. Je me sens tellement petite, fait que ça m'amène vraiment dans l'humilité. Puis en même temps, je me sens vraiment grande parce que je sens que j'appartiens à ce grandiose-là. Fait que c'est super spécial ce qui arrive, mais je trouve que c'est beau de se le rappeler puis de sortir un peu notre ego mental d'individu, mais de voir qu'on est petit, tu sais, puis que on le voit avec les catastrophes naturelles en ce moment. Je veux dire, la nature, là, elle peut vraiment nous balayer du revers de la main, là. Fait que juste d'avoir de l'humilité face à ces forces-là qui sont immenses, puis aussi de voir qu'on a besoin de la nature pour exister. Fait qu'il y a quelque chose aussi, tu sais, le mot humain vient de humus, là, puis humus, c'est la terre. Fait que de se rappeler, là, concrètement, quand on meurt, on retourne dans la terre. Je veux dire, tout ce on emprunte à la nature, c'est ça. Il y a quelqu'un qui disait, c'est quand même ça, quand on décède, notre corps retourne à la nature. Fait qu'on fait juste redonner ce qu'on a emprunté pendant toutes ces années en mangeant, tu sais. Pour moi, c'est tellement interrelié maintenant que je me pose même pas la question. C'est d'une évidence. C'est comme mon réflexe, moi, mettons, quand je marche dans mon quartier, il y en a des déchets partout. Si je me mettais à ramasser tous les déchets que je vois, je veux dire, je suis pas ici en ce moment. Si je peux, puis, quand même. Je comprends qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que ça... Puis je trouve aussi, je veux pas, je parle des enfants, mais on leur apprend ça, justement, pas jeter nos affaires par terre, bien, le recyclage, tout ça. Je trouve ça tough avec les enfants. Ben oui, parce que... il y a une notion de survie à un moment donné aussi. Tu peux pas vivre ta journée puis constamment être à l'affût de ça. À un moment donné, tu peux pas prendre la responsabilité comme individuellement des gestes, l'accumulation de tous les gestes. Tu sais, ma fille aussi est comme ça. Puis je la trouve extraordinaire. Mais l'autre fois, il y a un monsieur qui a juste lancé son botch de cigarette par terre. Puis c'était même pas un affront pour elle. Elle est juste allée, elle a ramassé le botch, elle est allée le redonner au monsieur. Elle dit, vous avez échappé ça, monsieur. Puis là, j'ai fait... Elle pouvait pas concevoir qu'il a fait ça intentionnellement. Comme c'est sûr que c'est un accident, là, s'il l'a mis par terre. Puis le monsieur était juste, tu sais, c'était, je veux dire, une petite face d'enfant de 6 ans qui te redonne ton botch. Tu sais, j'étais comme... Prends conscience de ton geste. Peut-être, j'imagine, j'ose croire. Wow, si je pouvais, parce que ça me fait penser ce que tu disais, Amélie, quand même à un certain bémol, parce que là, on parle beaucoup de notre environnement, dans lequel on vit. Et le déchet, même si on le met à la bonne place, il ne faut pas oublier qu'il s'en va quelque part. Absolument. Il y a la question de la quantité qu'on génère. Puis nos sites d'enfouissement dans la région de Montréal, puis je veux dire, c'est comme ça aussi un petit peu partout au Québec, ils débordent, ils sont pleins. Lorsque les villes ont fait le choix de passer, par exemple, à la collecte des déchets aux 2 semaines hors de l'île de Montréal, à Montréal, à ma connaissance, il y a juste un arrondissement, puis c'est Mercier, Hochelaga, Maisonneuve qui est allé dans ce sens-là pour le moment. Mais nous, à Longueuil, ça a été fait en 2021 où on est passé à la collecte aux 2 semaines. Ça fait énormément réagir la population. C'est très difficile de nous adapter à des nouvelles habitudes. Parce que, maintenant, il y a les bacs bruns qui sont disponibles, donc c'est ça à quoi on incite la population. C'est-à-dire que si on utilise bien le bac brun, on n'aura pas besoin de remplir une poubelle à chaque semaine. Puis il n'y aura pas d'odeur, parce que ce qui pue, ce sont les déchets organiques, donc qui vont au bac brun, mais c'est vraiment des changements d'habitude, mais on n'a pas le choix parce que nos sites d'enfouissement, ils sont pleins. Puis non seulement, c'est pas une question, il n'y a personne, il n'y a aucune ville qui va accueillir un nouveau site d'enfouissement en passant. Puis après aussi, c'est quels sont les gestes, au-delà de placer nos déchets au bon endroit, on va faire du recyclage, c'est aussi le fameux réduire.
j'ai pu visiter l'année dernière un centre de tri de recyclage. Tu sais, c'est fascinant, mais on voit aussi que on met des fois n'importe quoi au recyclage. Tu vois des gens mettre des pneus. Ou des choses aussi qu'on ne s'imagine pas. Tu sais, les fameux stacks de plastique Amazon. Là. On pense que ça va au recyclage. Non. Ça va pas pantoute au recyclage. Eux, ils accumulent ça. Puis après ça s'en va à l'enfouissement. Mais des fois, puis je comprends, là, on a l'être humain, là, à base, on va acheter ce qui est facile. Tu sais, je veux dire, c'est dur de faire un geste de plus, mais on est tous programmés un peu comme ça. Fait qu'il faut comme des fois aller contre notre propre nature. Mais c'est de vraiment se poser les bonnes questions. Mais ça prend de la sensibilisation, ça prend du travail. Merci beaucoup, mesdames. On aurait pu en parler pendant des heures. C'est tout, hein? Ça va vite, cette affaire! C'est tellement rapide, oui. Je le sais, c'est dur de s'adapter aux nouvelles affaires. C'est ça, Catherine a dit. Il faut s'adapter aux nouveaux formats. Puis la génération sidechick, c'est une autre affaire. Mais voilà, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. Puis on voit que, tu sais, inévitablement, l'émission a plein de segments autres. Là, on va aller dans plein de champs d'expertise, mais je trouve ça le fun de juste nous voir que, OK, tu sais, c'est pas juste ça, il y a ça, puis il y a plein d'avenues possibles pour cohabiter avec la nature, vraiment. C'est très large. C'est très large. On peut en parler longtemps. Merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Ciao. Hey! C'est Eric. C'est juste un service, là, un message de service public, là. Pour tous les gens qui veulent m'inviter en camping, c'est ça. C'est non. Bon, c'est parce que moi, j'étais dans les cadets quand j'étais petit, puis j'ai donné. On faisait de la survie. On construisait nos abris, on vivait dans la nature, on faisait des feux. J'ai donné. OK? Pas me laver pendant 3 jours, me réveiller dans une tente moite, ça me tente pas. OK? Dormir sur une racine, je vois pas ce qui est attrayant là-dedans. Je paye trop cher d'hypothèque, OK, pour aller vivre en situation d'urgence dans la nature, dans une tente, qui ressemble étrangement à une tente de l'ONU. Je vois pas l'attrait. C'est non. Plage maximum. Nature? Non. Ben non. Pas pourquoi vous faites ça, mais ça vous regarde. Invitez-moi pas.